C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vois que les participants sont en train de rentrer au fur et à mesure. Bonjour Samira. Bonjour Colline, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Bonjour professeur Moussa Diop. Oui, bonjour. Merci beaucoup de vous être montré disponible pour cette conférence et merci à nos participants qui sont connectés à l'heure et navrés pour les 5 minutes de retard que nous avons pris. Voilà, je reconnais des noms qui sont déjà passés par d'autres conférences, donc merci beaucoup de continuer à nous suivre et pour l'intérêt que vous portez aux travaux de la Fondation. On va tout de suite se lancer dans cette conférence avec ce petit retard, mais avant tout, j'aimerais introduire la Fondation pour les nouveaux. Donc, ce cycle de conférences est organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie, qui est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Donc pour cela, la Fondation va se baser sur différents partis pris, celui de l'intelligence collective, celui de l'implication des jeunes, des femmes, des diasporas, celui autour de la recherche, autour des savoirs et des pratiques endogènes, ou encore le chantier de réarmement de la pensée, chantier auquel contribue ce cycle de conférences qui dure toutes les 2 semaines jusqu'en octobre. Je suis Colline Nelson, co-responsable du Labo Nord Porte de l'Europe. Donc, pour l'instant, nous avons 3 laboratoires, un en France, un à Douala, un à Abidjan. Et ces laboratoires ont pour ambition de devenir des lieux de création d'idées et de liens entre les acteurs du terrain. Mais mon rôle ce soir est purement technique. Je vais très vite disparaître de votre écran pour me concentrer sur le bon déroulé de cette conférence en ligne. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin dans le chat, à poser également vos questions dans la barre de chat, donc de conversation, mais nous vous donnerons la parole à la fin de l'intervention pour les poser le micro allumé. Je remercie énormément le professeur Moussa Diop qui s'est montré disponible pour ce soir pour 45 minutes d'intervention et puis Samira Sabou qui sera notre modératrice et à qui je donne tout de suite la parole. Bonne conférence à tous. Merci. Merci Colline, mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités respectifs. Donc, je tiens de prime abord à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 5e conférence en ligne du cycle vers une démocratie substantive en Afrique. Je suis donc Samira Sabou, je suis présidente de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active au Niger. Et je suis également gestionnaire de projet. Donc, l'honneur m'est fait de modérer la présente conférence qui s'intitule Élections et mouvements politiques au Sénégal. Donc, d'aborder de cette volonté de rupture, d'identifier aussi les défis d'une telle innovation et changement de paradigme pour le Sahel et l'Afrique. Bien entendu, cette conférence tombe sur un jour spécial pour la communauté musulmane qui fête aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr, consacrant la fin de 30 jours de jeûne et de dévotion. Donc, au nom des organisateurs de cette conférence, nous souhaitons à toutes et à tous une excellente fête de Ramadan. Donc, bien sûr, docteur en sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Rennes, à Paris, en France, Monsieur Moussa Diaw. Donc, M. Moussa Diaw est également professeur émérite en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Il est aussi spécialiste des relations internationales et auteur de plusieurs ouvrages dont Itinéraire et réflexions d'un enfant du Wallo. Donc, c'est un ouvrage de 224 pages édité par l'Harmattan en octobre 2020. Il a aussi édité à l'édition Harmattan en 1999, ouvrage intitulé La politique étrangère de la Mauritanie. Donc, c'est un ouvrage de 270 pages
En outre, professeur Diaw a participé à l'ouvrage collectif sous le titre, dont le titre est « Des transitions démocratiques en souffrance, le cas du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Niger ». C'était en 2021, pardon. L'expertise de notre conférencier est sollicitée au niveau international, d'où sa participation à plusieurs rencontres scientifiques, dont notamment en Chine, dans le cadre de la coopération sino-africaine. Professeur Diaw analyse également l'actualité politique au Sénégal et en Afrique, dans les médias internationaux et nationaux, dont France 24, TV5 Monde, RFI, Deutsche Welle, etc. Il est l'organisateur de la conférence internationale intitulée « Gouvernance transfrontalière et intégration régionale en Afrique ». Donc, c'était à Saint-Louis, au Sénégal, du 9 au 15 janvier 2013. Enfin, ses domaines de recherche sont les études des conflits et crises en Afrique, les processus d'intégration régionale, l'Afrique dans les relations internationales, la géopolitique, les processus de démocratisation en Afrique, les mécanismes de construction de la paix, les relations sino-africaines, donc, dont il a participé à plusieurs études en Chine, et j'en passe. Donc, je vais vous demander un tollé d'applaudissements pour magnifier cet exceptionnel parcours. Donc, là, je vais donner la parole avant de donner la parole plutôt à M. Moussa Diaw. Donc, je vais préciser que, s'agissant de la durée, donc cette conférence aura une durée de 1h30. Donc, et elle se déroulera comme suit. 45 minutes pour le conférencier, 40 minutes pour les questions-réponses et contributions, évidemment. Donc, soit aussi un maximum de 5 minutes d'intervention par intervenant. Et enfin, nous allons céder le micro à Madame Colleen Nelson, organisatrice de cette conférence, pour qu'elle prenne 5 minutes pour clôturer, pour donner son mot de la fin. Et je vous remercie beaucoup pour votre chaleureuse écoute. Professeur Moussa Diaw, à vous la parole. Merci. Juste avant, je vais vous demander d'être au micro, pour ceux qui ont les micros allumés, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Madame Samira Sabou, de cette présentation. Je remercie la Fondation de m'avoir invité à faire cette intervention sur les élections et les changements politiques au Sénégal. C'est une question, je dirais, d'actualité, hein, puisque le Sénégal a voté pour les élections présidentielles le 24 mars dans des situations particulières. Je vais aborder donc cette thématique, élections et changements politiques au Sénégal, en l'articulant autour de deux axes, hein. Le premier axe sera orienté vers l'avènement d'une troisième alternance. D'abord, ça va tourner autour des conditions de l'émergence d'une troisième alternance très difficile d'ailleurs. Ensuite, le deuxième point, le deuxième axe, c'est les défis de l'innovation politique que nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Alors, il faudrait, pour commencer, parler donc de cette élection qui a suscité beaucoup de débats, de par les observateurs, de par les partenaires du Sénégal, qui s'interrogeaient sur l'avenir du pays, confronté justement à une crise qui est née, accentuée par une décision présidentielle de reporter les élections présidentielles. Alors que le pays est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique, hein, et de stabilité, parce que c'est un pays qui n'a jamais connu un coup d'État. Ensuite, les élections n'ont jamais été reportées au Sénégal. Les élections présidentielles n'ont jamais été reportées.
Le problème, c'est que le Sénégal vit depuis d'ailleurs la deuxième alternance. La première s'est bien passée, c'était en 2000 avec le président Abdoulaye Wade. La deuxième avec le président Macky Sall, qui s'est passée avec beaucoup de souffrance, la deuxième, alors que la troisième, sans parler d'accouchement, c'est un accouchement difficile, à la césarienne peut-être même. En tout cas, ça a été un événement important, d'autant plus que le Sénégal a connu une situation inédite de tension extrême, de telle sorte qu'on s'interrogeait sur l'avenir de la stabilité dans un environnement marqué, bien sûr, par des crises politiques et surtout par des coups d'État récurrents. Et donc, ce qui fait que cette troisième alternance politique qui est intervenue le 24 mars 2024 a créé une situation difficile, difficile avec des menaces sur la stabilité au moment où l'Afrique de l'Ouest, particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est confrontée à des crises politiques qui deviennent une situation très difficile pour la stabilité de la région. Alors, cela permet d'ailleurs de poser un certain nombre de questions par rapport à cette problématique de cette élection spéciale. Ce n'est pas une élection comme toutes les autres parce qu'elle est traversée par des crises, par des tensions politiques qui l'ont marquée et qui risquaient de remettre en question la stabilité du pays et surtout son avenir. Alors, cela permet donc de se poser un certain nombre de questions, de savoir comment est arrivée cette rupture-là, cette politique de rupture, les motivations et les soubassements qui sont intervenus. Et ensuite, on abordera les défis à relever dans une perspective de changement de paradigme dans la gouvernance politique et économique nationale et pour le continent. Alors, le premier point, le premier chapitre, c'est donc l'avènement d'une troisième alternance. Cet avènement, on peut souligner des points importants au niveau de cette alternance. Je disais tout à l'heure que la première alternance politique, c'était en 2000 avec Wade, la deuxième en 2012 et la troisième en 2024. L'arrivée de Macky Sall, qui constitue la deuxième alternance, s'est passée difficilement parce que le président Abdoulaye Wade, à l'époque, a voulu faire, a insisté, d'ailleurs, il a imposé le troisième mandat. Il a fait son troisième mandat, ce qui n'a pas d'ailleurs été accepté par les Sénégalais qui se sont mobilisés pour contrer cette décision. Et d'ailleurs, c'est la naissance à l'époque du mouvement 23 et de l'action des mouvements, mouvements citoyens comme Y en a marre, et une bonne partie d'une coalition, d'opposition coalisée ont finalement réussi à venir à bout le pouvoir libéral de 12 ans de règne de Abdoulaye Wade, qui était marqué par l'usure et par la malgouvernance. Alors, Macky Sall est arrivé avec un discours nouveau sur, bien sûr, une moralisation de la vie politique. Il insistait sur le fait qu'il ne faut plus
intervenir, associer plutôt la famille dans la gestion, dans la gouvernance politique. Il parlait aussi de respect des valeurs et de sobriété, parler de sobriété et de virtuosité dans la gouvernance politique. Ce sont aussi ces termes-là qu'il a utilisés et sa capacité, sa volonté de transformer les pratiques politiques et faire en sorte que cette gouvernance vertueuse et sobre puisse profiter aux Sénégalais. Et en même temps, il avait promis de réduire son mandat. À l'époque, c'était de 7 ans à 5 ans. Mais malheureusement, Macky Sall a été rattrapé par l'histoire politique, par ses habitudes, parce qu'il a été dans l'école d'Abdoulaye Wade. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reproduit les deux erreurs politiques d'Abdoulaye Wade en termes de négligence, en termes de dysfonctionnement, parce que finalement, il n'a respecté rien de ce qu'il avait promis, ni gouvernance vertueuse, ni empêcher les membres de sa famille et de son clan d'être nommés à des postes à responsabilité. Et la gouvernance est en souffrance. Elle est en souffrance, d'autant plus qu'elle est marquée par un certain nombre de dysfonctionnements, de détournement de biens publics, etc. Donc, le pouvoir de Macky Sall a posé énormément de problèmes au niveau de son fonctionnement et surtout au niveau des pratiques politiques marquées par le clientélisme, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ce contexte a été favorable, bien sûr, à l'irruption d'acteurs politiques nouveaux, déterminants, et qui ont introduit un nouveau discours. Un discours très proche des populations, et c'est justement ces jeunes-là, certains sont des fonctionnaires, ont réfléchi sur la politique et donné sens à la politique, à son sens noble, d'être à l'écoute des citoyens et d'intervenir pour essayer d'apporter des solutions justement aux problèmes auxquels les citoyens sénégalais sont confrontés. C'est la naissance justement de PASTEF, de parti de Ousmane Sonko, hein, qui est qui s'appelle les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ce parti donc va naître en 2014 et rapidement va s'adapter aux réalités et a tenu un discours qui est conforme justement aux attentes des Sénégalais, marqué par la malgestion, par les détournements de fonds, par une marginalisation qui provoque justement des frustrations de la part, surtout du côté des jeunes qui souffrent de manque de travail, de chômage, etc. Et surtout qui sont plutôt attirés par l'Europe pour l'immigration clandestine. Beaucoup d'ailleurs ont laissé leur vie dans les mers et les déserts. Alors, c'est une situation dont le pouvoir n'a pas réussi à endiguer ce fléau-là, ce mal-là. Alors, ces jeunes, les nouvelles élites des jeunes fonctionnaires, cadres, ont essayé de réfléchir sur un projet de société comme alternative à la politique gouvernementale. Et leur terrain, ils ont occupé le terrain. Ils ont occupé le terrain notamment dans les zones marquées par la pauvreté, hein, les banlieues de Dakar, Kermassar, Pikine, Parcelles, qui sont donc des zones où il y a énormément de jeunes désœuvrés, diplômés, hein, désœuvrés. La souffrance, la misère, y règne, c'est leur quotidien. Et donc, ils ont tenu un discours qui correspond à leurs aspirations pour changer de politique, pour changer la société et surtout adopter une stratégie
de communication qui est bien comprise par les jeunes et avec bien sûr une mobilisation sans faille par rapport à un projet qui constitue une alternative par rapport à ce que propose la gouvernance de Macky Sall. Alors, devant cette situation, le pouvoir a adopté une autre attitude. C'est d'abord Macky Sall, après moult hésitations, renoncer donc au troisième mandat, mais sans aucune conviction. Hein. Ensuite, il produit dans ce contexte de conflit, de tensions extrêmes, un discours musclé à l'encontre donc de ses opposants, de ce qu'il appelle l'opposition radicale, donc ce qui critique sa gouvernance, sa façon de penser la politique et d'agir sur le terrain. Alors, utilise donc aussi un discours à la hauteur de ces enjeux-là. Et l'expression qu'il a utilisée, c'est qu'il veut, sa volonté, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce qui fait qu'il a instauré d'abord un système pour les autres élections, un système de parrainage pour filtrer les candidatures. Il a réformé l'outil qui était chargé de valoriser, de suivre et d'organiser les élections, c'est-à-dire c'est la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Ensuite, dans ce climat de violence où il instrumentalise la justice à des fins politiques, d'abord pour éliminer ses adversaires politiques qui peuvent le gêner pour des élections. Il a fait avec le fils d'Abdoulaye Wade, Karim Wade, il l'a fait avec l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et maintenant c'est Sonko la cible parce que Sonko le gêne, critique sa gouvernance, et Sonko arrive à travers son discours à mobiliser les jeunes pour un changement politique. Et ce qui fait que des stratégies politiques sont développées pour éliminer Sonko. On a fabriqué ce dossier d'Adji Sarr, une masseuse, pour taxer Sonko de l'accuser de viol. Ensuite, il y a ce procès de diffamation avec un ancien ministre, Mamba Yang. Et tout cela, c'est dans une stratégie de neutralisation d'un opposant qui gêne et qui pourrait lui faire de l'ombre pour les prochaines échéances électorales. Ce qui fait aussi que dans cette stratégie de neutralisation des membres de l'opposition, il a emprisonné, il a utilisé la répression contre le parti, les leaders et ses sympathisants. Donc, ensuite, au mois de juillet 2023, il a dissous le parti et emprisonné les principaux leaders, y compris Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, El Hadj Malinga, etc. Les principaux leaders étaient donc emprisonnés. Et les manœuvres politiques ont continué, même en fixant, la date de l'élection avait été fixée donc au 25 février, mais entre-temps, il a choisi un candidat qui malheureusement n'a pas réussi à percer pendant sa campagne. Et il a su qu'il n'était pas dans de bonnes dispositions, d'autant plus que ce candidat a été critiqué dans son propre camp. Les proches de Macky Sall n'arrêtaient pas de lui envoyer des reproches pour dire que ce n'était pas le meilleur choix, mais malheureusement, il a été choisi et il faudra faire avec. Alors, dans le même temps, ce qui a contribué aussi au changement, c'est le rôle joué par les organes de contrôle des régulations
dans le processus électoral. C'est le rôle vraiment remarquable du Conseil constitutionnel, qui a été intransigeant par rapport au respect des normes et au respect des droits. Malgré les manœuvres politiciennes consistant à accuser des membres du Conseil constitutionnel de corruption, de membres éminents d'ailleurs du Conseil ont été accusés de corruption. Le pouvoir, la majorité a utilisé d'autres subterfuges pour torpiller cette élection-là, pour reporter la date, etc. D'autant plus qu'il y a une décision de Macky Sall de reporter l'élection à 10 heures de début de la campagne, ce qui a provoqué justement des tensions et des manifestations qui ont fait des victimes, mais qui ont instauré un climat d'incertitude et de menace pour la démocratie sénégalaise. Et dans le même temps, on peut noter aussi dans cette ferveur pour le changement politique, le rôle joué par les partis politiques, notamment les forces qui étaient, les candidats qui étaient retenus, parce qu'il y a eu 20 candidats qui ont été retenus, et parmi ces, il y en a une qui a quitté qui a été disqualifiée parce qu'elle avait une double nationalité, alors que pour être président de la République au Sénégal, il faut avoir une nationalité unique. Il faut être exclusivement sénégalais. Et donc, finalement, il n'en restait que 17 candidats qui devaient donc conquérir, mais comme la date a été reportée et l'instabilité régnait dans le pays, il y a une incertitude, ce qui a provoqué une situation politique vraiment inédite au Sénégal. Et devant cette situation, devant ce contexte-là, il y a une forte mobilisation des acteurs, je disais tout à l'heure, des acteurs politiques, de la société civile, mais surtout des jeunes, des citoyens, mobilisés autour de ce projet qui tient à cœur, qui pourrait éventuellement changer la donne politique, améliorer leurs conditions de vie. Donc, ils croient à ce projet-là. Ils tiennent de ce projet une idée que cela pourrait sortir le Sénégal de ce développement et régler en même temps les questions, surtout pour le chômage des jeunes, et améliorer les conditions de vie des populations. Donc, des mouvements sont nés, des mobilisations, notamment le collectif Art sous nos élections, protégeons notre élection, on veut une date. Le mouvement 24 et le mouvement citoyen Y en a marre. Et surtout aussi, il faut ajouter à cela la participation d'un collectif, le collectif des universitaires, qui sont ligués pour l'organisation de l'élection, pour la préservation de la démocratie au Sénégal. Alors, donc, on se trouve dans cette situation avec des mobilisations et d'une tension forte qui menaçait d'ailleurs la stabilité du pays. Il a fallu aussi, dans ce combat, des interventions externes, hein, des déclarations, par exemple, substantielles de certaines puissances comme les États-Unis, comme l'Union européenne, et d'autres institutions internationales qui demandent aux autorités sénégalaises d'organiser, de respecter les principes et règles démocratiques, de fixer justement une date pour l'élection présidentielle afin de permettre aux Sénégalais de s'exprimer librement par le vote dans des conditions normales, respectant les règles du jeu démocratique. Alors, c'est justement cette mobilisation de la part des citoyens, surtout des jeunes, cette intervention des forces politiques, des mouvements citoyens, la conjonction de l'ensemble de ces actions avec des pressions externes, qu'on a réussi et surtout le rôle du Conseil constitutionnel à jouer
en faveur donc de la fixation de la date du 24 mars 2024 pour l'élection présidentielle. Et c'est cette élection présidentielle qui s'est déroulée convenablement et a mobilisé surtout les jeunes. La plupart des jeunes, les mouvements des jeunes sont mobilisés pour soutenir le projet de Ousmane Sonko. Et c'est Ousmane Sonko qui était en prison a été libéré 10 jours avant l'élection avec son ami Bassirou Diomaye Faye. Et dans la stratégie donc, de contournement, je dirais, du parrainage et surtout les stratégies d'élimination de la part de la majorité, il a réussi quand même à proposer son ami Bassirou Diomaye Faye comme étant le candidat de sa coalition pour cette élection-là. Et donc, c'est vraiment cette stratégie a fonctionné parce que la majorité ne voyait pas Diomaye Faye président parce qu'il pensait que dans le discours justement du leader de PASTEF, c'est surtout lui ou bien rien. C'est-à-dire il n'y a pas de candidat de substitution, c'est lui et rien ou rien. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi ce coup de maître à proposer comme candidat son ami Bassirou Diomaye Faye aux élections présidentielles. Et même il y en avait d'autres candidatures, hein. Il y en avait 3. Il y avait Habib Sy, et il y a Cheikh Tidiane Dièye également, qui étaient proposés. Chacun, en fonction de son mouvement, était considéré comme aussi candidat de la coalition au cas où Bassirou Diomaye Faye était empêché. On aurait aussi d'autres personnalités qui pourraient porter le projet parce qu'il s'agit de projets alternatifs par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Alors, ce qui s'est passé, c'est justement cette mobilisation des différents acteurs, ces facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure ont contribué justement à ce changement et l'élection a permis à Bassirou Diomaye Faye de gagner cette élection présidentielle avec un score de 54,28 contre 35,79 le candidat Amadou Ba, le candidat de la majorité. Donc, une large victoire consacrant justement un changement important, un changement dans la vie politique sénégalaise, un changement qui pourrait être interprété comme justement un référendum, parce qu'il fallait choisir entre la continuité, c'est-à-dire le candidat, voter pour le candidat de la majorité, ou bien la rupture, et la rupture est représentée par Bassirou Diomaye Faye. Donc, les citoyens sénégalais se sont rendus massivement aux urnes, ont voté de façon transparente et libre, justement parce que l'administration aussi, malgré les entraves, a fonctionné. Le Conseil constitutionnel a joué son rôle jusqu'au bout. Et finalement, c'est Bassirou Diomaye Faye qui a été élu président de la République avec un score de 54,28. Donc, un changement de personnes, un changement dans le discours, parce qu'en intervenant, Bassirou, son premier mot, c'est un changement systémique. Un changement systémique, c'est-à-dire qu'il faudra tourner la page de la manière dont on faisait la politique, les pratiques politiques clientélistes. Il faudra naturellement une autre perception de la politique, faire en sorte que la politique soit au service des citoyens, à l'écoute des citoyens et adopter des orientations qui pourraient apporter des solutions aux problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés.
Voilà donc ce changement qui est intervenu, changement politique, changement de paradigme, parce qu'on ne fait plus la politique politicienne, c'est plutôt une autre manière de faire la politique, différente, avec un esprit patriotique, avec un engagement, en respectant bien sûr les valeurs de générosité, de partage et de sincérité dans le comportement politique. Alors, à cela, on aborde justement le deuxième axe, c'est comment relever les défis. Les défis sont importants et sont nombreux dans ce cadre-là. On a des défis qui concernent justement les réformes nécessaires, la refondation, parce que la démocratie a été vraiment secouée, les institutions bafouées, parce qu'il y a l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques pour éliminer les candidats. Donc, les nouveaux acteurs, c'est-à-dire Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui sera nommé Premier ministre, l'enjeu et les défis, c'est d'abord de changer la nature du système politique par des réformes. Donc, une forme d'une refondation institutionnelle et politique, et qui passe d'abord par des réformes relativement à ce présidentialisme très exacerbé, où le président a entre les mains tous les pouvoirs, donc il faudra rééquilibrer ces pouvoirs-là entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, faire en sorte qu'il y ait une indépendance de la justice, qu'il y ait une confiance dans la justice de la part des citoyens, et surtout éviter, dont on parlait tout à l'heure, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et pour cela, donc, il faudra une réforme. Et la réforme se fera dans les jours qui viennent. D'ailleurs, ils l'ont annoncé avec des concertations à travers les assises de la justice permettant justement de faire en sorte que la justice soit au cœur du dispositif au niveau des réformes. Et en même temps, la rationalisation des partis politiques est annoncée parce qu'au Sénégal, il y a plus de 300 et quelques partis politiques, il faudra les rationaliser et leur donner un financement public pour éviter justement un certain nombre de dérives et garantir surtout la stabilité du pays. En pérennisant l'état de droit et la démocratie, en respectant les règles du jeu. Je crois qu'il y a un chantier important qui les attend à travers aussi des réformes institutionnelles, des organes de régulation permettant une meilleure lisibilité du politique dans ce pays. En même temps, il y a un aspect important qui est la recherche de souveraineté et du bien-être des citoyens, qui est quand même un axe important dans le changement politique. Au niveau des pratiques politiques aussi, respect des valeurs, orienter l'économie vers la production plutôt que développer seulement les infrastructures. Donc, production en mettant l'accent sur l'agriculture, qui sera une niche d'emploi pour créer justement des emplois pour ces jeunes qui souffrent énormément de la pauvreté et d'absence d'activité, et plutôt que d'être animés par cette volonté de traverser les mers et les déserts pour trouver un espoir ailleurs. Et donc, un travail important se fera à ce niveau-là, réorientation économique, améliorer les conditions de vie, réduire les produits de première nécessité parce que la vie est chère, par une production quantitative et qualitative afin de répondre aux besoins des populations, pour soulager justement l'économie, pour soulager la vie chère, pour améliorer les conditions de vie. Donc, un certain nombre de chantiers seront ouverts permettant justement aux Sénégalais de vivre de façon décente. Et dans cette perspective donc, de changement, il est possible, on a parlé aussi de création de monnaie nationale pour amoindrir donc la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais tout ne se fera pas
immédiatement, il y a des étapes, il y a des priorités. Et puis, il y a des démarches de consultation qui sont au préalable établies afin de procéder justement à des changements importants, substantiels. Cela se fera donc par une autre méthode de procéder, d'utiliser les pratiques politiques. C'est d'abord gouverner avec humilité et avec sincérité, en respectant bien sûr les charges qui sont confiées. Et tout cela ne pourrait se faire que dans les pratiques politiques qui soient conformes justement aux valeurs. Il n'y a plus donc ce partage du gâteau national qu'on appelle par clientélisme, mais plutôt faire en sorte qu'on respecte les compétences, qu'on respecte les expériences, et ça s'est traduit dans le choix d'un membre du gouvernement. Le premier gouvernement qui vient d'être annoncé comporte des profils qui correspondent justement aux différents axes qui ont été déclinés par le nouveau leader issu de l'élection présidentielle de 2024. Dans cette perspective aussi, il y a l'instauration des critères de mérite et de compétences, parce que le clientélisme favorisait justement la présence de familles, de clans, avec une gestion néopatrimoniale des ressources de l'État. En même temps, il y a la lutte contre la corruption est au cœur de l'action politique, en développant justement les instruments de régulation comme l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, pour éviter, justement, pour lutter de façon vraiment substantielle contre la corruption. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on veut protéger ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, capables donc de donner des indications sur ceux qui sont tentés par les détournements de biens publics, d'enrichissement illicite, etc. Et la récupération, justement, de ces biens-là constitue une démarche allant dans le sens de la transparence et dans la gestion des biens publics conformément aux attentes des citoyens. Alors, on arrive justement à la conclusion de cette intervention. Ce qu'on peut conclure dans cette présentation des élections et du changement politique, c'est d'abord que l'élection présidentielle est gagnée par la force, par la détermination, par la conviction des leaders politiques engagés auprès de leurs concitoyens pour pratiquer des politiques conformes aux valeurs de partage, aux valeurs de développement économique et aussi orientées vers la solidarité nationale. Et cela s'est traduit justement par une participation massive, un engagement patriotique, c'est surtout le patriotisme, ce qu'ils appellent le don de soi pour sa patrie, constitue justement une idée importante à engager pour renforcer justement la politique dans cet espace-là et en fondant bien sûr la République démocratisée, en respectant les règles de droit, droit, l'état de droit constitue justement un point important qu'il faudra renforcer pour permettre au Sénégal de constituer davantage un État stable, un État démocratique respectant les règles du jeu. Et d'ailleurs, cette victoire qui est le résultat d'une mobilisation, d'un engagement d'une bonne partie des citoyens, ne pourrait se faire que dans le respect des institutions. Et c'est dans ce cadre-là, justement, le Conseil constitutionnel a joué un rôle déterminant. Mais c'est la volonté des citoyens d'aller aux urnes, de respecter justement le processus électoral et fixer une date permettant aux Sénégalais de s'exprimer librement. Et comment le Sénégal a été sauvé? On peut dire que le Sénégal a été sauvé
par la mobilisation des citoyens. Le Sénégal a été sauvé par la solidité de ses institutions. Le Sénégal a aussi été sauvé par une volonté des citoyens à vivre de façon paisible, à respecter l'état de droit auquel ils sont attachés pour un Sénégal émergent. Et d'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel, lors de la prestation de sermon, est revenu sur ce que certains peuvent appeler miracle sénégalais, mais c'est surtout la détermination, comment le Sénégal a été sauvé dans des situations vraiment difficiles, de fortes tensions et d'animosité, et il retient le fait que rien que par les urnes, on a changé l'avenir. La prise de conscience des citoyens constitue un élément important, que leur bulletin de vote peut décidément changer le cours de leur destin. Et lorsque l'administration a joué son rôle, a joué sa partition, le processus électoral a fonctionné, et aussi les organes de régulation ont fait preuve d'un professionnalisme permettant donc à la justice d'être impartiale et d'arriver à ce résultat qui a permis de tourner cette page-là difficile, sombre de l'histoire politique du Sénégal, notamment le rapport de l'élection, faire en sorte que l'exemple sénégalais puisse faire tache d'huile en Afrique. Les autres pays africains peuvent s'inspirer de cette volonté de transformer par les urnes le changement nécessaire, apporter et transcender justement un certain nombre de difficultés. Cela est possible rien que par la mobilisation, la détermination et surtout par les urnes. Et cela, c'est important, avec le support, bien sûr, des institutions. Mais une question peut se poser en ce moment-là, aujourd'hui, même avec le gouvernement qu'on a choisi, en respectant les profils adaptés. La question, c'est, on a deux personnalités au niveau de l'exécutif. Certains rappellent le duo qu'il y a eu entre Senghor et Mamadou Dia, et qui a fini par vraiment créer une situation de dysfonctionnement, de dualité au sommet de l'État. Mais ici, l'inquiétude peut être apaisée par le fait que ces deux personnalités qui ont partagé le même projet, et donc ils ont la même vision. Alors que le contexte a changé, le contexte de Mamadou Dia et Senghor, c'est un autre contexte, idéologiquement aussi, beaucoup de choses à différencier. Mais là, c'est deux personnalités qui sont très unies par un projet, qui partagent la même ambition, et avoir une capacité de transcender justement les problèmes d'ego et aussi de susceptibilité, et inscrire leur action dans les relations pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. C'est cela leur motivation, changer la vie au Sénégal, changer les pratiques politiques et permettre aux Sénégalais d'être un modèle de développement et de travail pour le Sénégal de devenir un Sénégal émergent, mais aussi un Sénégal qui peut constituer un exemple pour l'Afrique, une inspiration permettant de changer la politique sans utiliser la force ni d'autres organisations qui aujourd'hui sont en train de poser des problèmes au niveau de l'Afrique, notamment la fréquence des régimes militaires. Donc voilà un exemple de réussite dans l'adversité, de mobilisation qui a permis de tourner cette page-là et de s'orienter vers l'avenir avec de nouvelles pratiques politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diaw. Merci pour cette présentation très riche en histoire. Donc, pour rappeler les grands points, avant de céder la parole aux participants,
Donc, en introduction, professeur Diao, pardon, nous a parlé de l'avènement d'une troisième alternance, comment ça s'est passé. Et aussi, il nous a parlé de l'implication d'acteurs politiques déterminants dans le changement et comment ça s'est fait aussi. Nous avons eu écho également de l'irruption et surtout de l'engagement de porteurs d'offres politiques nouvelles, dont les actuelles autorités sénégalaises. Enfin, donc concernant ce premier point, nous a évoqué le raidissement de la politique de la majorité, donc comment certaines institutions de l'État ont failli être utilisées pour limiter, en tout cas, limiter l'avènement d'une nouvelle classe politique. Tandis qu'au deuxième point, il nous a parlé du rôle essentiel des organes de contrôle et de régulation, donc du processus électoral, qui ont justement joué un rôle d'équilibre, qui ont fait lire le droit et qui ont permis cette alternance. Donc, de même, il a évoqué les décisions historiques justement du Conseil constitutionnel comme régulateur constitutionnel qui a pris des décisions courageuses et qui ont permis justement cette alternance. Monsieur Diao, docteur Diao, je m'excuse, nous a évoqué également les dynamiques de force politique, donc 17 candidats, dont une qui a été refoulée pour la double nationalité, de même que la société civile et aussi les mouvements citoyens qui ont contribué fortement à cette alternance. Enfin, concernant les défis et l'innovation politique, nous avons vu aussi comment il y a eu des jeux de positionnement de certains acteurs politiques pour remplacer d'autres au cas où leur candidature était refoulée. Donc, vraiment, toutes les pièces étaient mises en jeu pour permettre qu'il y ait justement une alternance effective. Et aussi, nous avons entendu comment la refondation institutionnelle et politique doit être faite, donc dans les semaines, les mois à venir, donc selon justement l'engagement des nouveaux hommes politiques du Sénégal. Et nous avons compris aussi que certains acteurs sont à la place qu'il faut pour justement engager cette refondation. Entre autres, le professeur Diao nous a évoqué la nécessité de recherche de souveraineté et du bien-être des citoyens qui doit aussi être mise de l'avant, sans compter des réformes qui sont aussi incontournables et nécessaires. Et enfin, les nouvelles pratiques politiques. Donc là, nous avons compris que la fin du partage du gâteau national est finie et qu'il faut plutôt mettre de l'avant l'intérêt général, l'intérêt des citoyens. Et également, il faut instaurer aussi des critères de mérite et de compétence, donc pour permettre à tout le monde d'accéder à certains postes de responsabilité. Donc, l'espoir est permis. Je pense que l'espoir est permis aussi pour l'Afrique quand on voit le nouveau président du Sénégal. Souvent, son parcours est cité pour montrer qu'il y a de l'espoir et surtout que tout le monde peut devenir président s'il joue les bonnes cartes. Donc, si les bonnes cartes sont jouées. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vais donner la parole, je pense. On va d'abord applaudir, monsieur professeur Dia. Et par la suite, je vais donner la parole à Béranger Into, qui avait levé la main. Allô, vous m'entendez? Oui, allô, alors, allô. oui, on ne peut pas allumer, les autres participants n'ont pas le droit d'allumer le micro pour applaudir, ce qui est dommage.
Mais je pense qu'ils le font depuis chez eux. Et sinon, pour donner la parole aux participants, c'est moi qui ai la main dessus. Monsieur Cho, je vous autorise à utiliser votre micro. Vous pouvez dès maintenant activer votre microphone et vous exprimer. Voilà, si Béranger, vous êtes là et que vous avez toujours une question, vous pouvez allumer votre microphone sur Teams et normalement, vous avez le droit de parler. Et pour les autres, Bon. c'est bon. Allô, vous m'entendez? Oui, nous Allô, vous vous entendons m'entendez? bien. Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Allô, vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, on vous entend très bien. La parole Oui, vous oui, Béranger, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Allô? Oui, on entend. Vous m'entendez? OK, merci. Bonsoir Colline, bonsoir chers tous. Je voudrais d'abord remercier la FIDEMO pour l'opportunité qu'elle nous donne de pouvoir nous exprimer sur les questions les plus urgentes pour notre continent, notamment les questions de démocratie, de droit, de corruption. Et bien entendu, remercier aussi le prof Diao pour ce brillant exposé. Alors, au Sénégal, nous avons vu une mobilisation exceptionnelle, n'est-ce pas, de plusieurs acteurs en présence, notamment la société civile, les organes de régulation qui ont conjugué leurs efforts pour aboutir à une troisième alternance dit. Alors, ça a coupé. La primauté des institutions dans ce processus démocratique au Sénégal. Et donc, pour paraphraser le président Obama, il a dit, je pense, en 2009, lors de sa visite au Ghana, et une déclaration qui est d'actualité, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Donc, après avoir écouté le prof, il est clair qu'il semble illusoire de rechercher à avoir de bonnes institutions en négligeant l'importance des responsables politiques. Alors, mes questions sont les suivantes. Quels sont les ressorts de la démocratie sénégalaise pour qu'elle soit si stable dans le temps? Et la deuxième question, quel rôle pourrait jouer le PASTEF dans la consolidation de cette démocratie à la sénégalaise qui tend à s'ériger en modèle de démocratie stable en Afrique de l'Ouest? Merci bien. Professeur Dior, la parole est à vous. Oui, je vais répondre donc à votre question. Moi, je n'ai noté que des questions que j'ai entendues là. Quels sont les ressorts de la démocratie sénégalaise? C'est cela? Oui, c'est bien ça, la première Ouais. question. La première question et la deuxième, c'est le rôle que pourrait jouer PASTEF Voilà. Quel rôle dans la pourrait jouer le démocratie? PASTEF, oui, dans la consolidation Voilà. de cette démocratie? La démocratie sénégalaise a fonctionné. Hein, et il y a une démocratie au Sénégal. C'est une tradition, hein, cette démocratie-là, et repose sur un certain nombre de facteurs. Hein. Il y a les facteurs institutionnels, c'est-à-dire toutes les institutions qui existent au Sénégal, mais aussi il y a les leaders politiques. Hein. Il y a une classe politique au Sénégal émergente, parce que l'ancienne classe politique, c'est vrai que l'évolution de ces États a fait que la classe politique qui avait joué un rôle, qui a lutté, hein, c'était la classe politique de gauche. Hein, au temps de Senghor et au temps d'Abdou Diouf,
quand on regarde l'évolution de la classe politique sénégalaise, issue de l'indépendance, c'était des gens qui étaient attachés à l'état de droit. Il a fallu un énorme travail et d'action de la part des leaders, surtout des leaders de gauche, les trotskistes, les maoïstes, etc. Les marxistes ont joué un rôle important dans les changements politiques au Sénégal. Parce qu'on a eu un parti unique avec Senghor jusqu'en 74. Donc, de l'indépendance jusqu'en 74, il y avait un parti unique. En 74, on a ouvert l'espace politique pour 4 partis. Il fallait faire le choix. D'ailleurs, Wade n'avait pas choisi le libéralisme, on lui a imposé. Parce qu'il y avait d'abord le Parti socialiste, il y a les communistes, les marxistes, etc. Et on a demandé à Wade, il n'y a que le libéralisme, vous choisissez ou bien c'est rien. Donc, on lui a imposé le libéralisme. Donc, c'était un multipartisme contrôlé. Il n'y avait que 4 partis. Et après, avec l'arrivée en 81 de Diouf, il y a ce qu'on appelle le libéralisme intégral, c'est-à-dire il n'y a plus de limite aux partis politiques. Donc, le multipartisme a fonctionné. Et les leaders politiques, la plupart d'ailleurs ceux de gauche, ont joué un rôle important avec Senghor dans la bataille politique pour instaurer une démocratie. Donc, c'est au terme de négociations, de réformes institutionnelles, et on a abouti en 1992 à ce qu'on appelle un consensus, qui est dû d'ailleurs à un rôle important que le juge Kebambay a joué pour convaincre les autorités de la nécessité de changer le système politique. Et donc, on a obtenu un consensus au travers de luttes et par justement l'instauration d'une constitution acceptée par les autres, des règles du jeu acceptées par les différents leaders, qui a permis à l'évolution politique du Sénégal de se consolider. Et la démocratie aussi de se renforcer par une maturité politique des citoyens, parce qu'on a commencé à voter au Sénégal depuis longtemps, avant même l'indépendance, 1800 et quelques, on a commencé à voter au Sénégal pendant la colonisation. Et cette tradition d'ouverture et de pluralisme sont ancrées dans les pores même de la société sénégalaise, avec des leaders politiques qui jouent le rôle et qui sont attachés justement aux valeurs, aux principes démocratiques et à l'état de droit. C'est vrai que cette génération-là est vieillissante maintenant, et puis elle avait une autre façon de faire de la politique. Avec Wade, c'est Wade d'ailleurs qui a commencé à éroder la démocratie sénégalaise parce qu'elle n'a pas fait des efforts au niveau de sa politique. Rien n'a été vraiment renforcé du point de vue des institutions, de telle manière qu'on puisse avoir des institutions fortes pour pouvoir vraiment consolider la démocratie. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des institutions fortes, faudrait-il avoir aussi obtenir des hommes de qualité capables de les faire fonctionner. Ça, c'est très important, d'avoir des institutions, certes fortes, mais aussi des qualités au niveau des hommes qui sont qui sont disponibles et qui ont la volonté de faire fonctionner ces institutions et de respecter les règles du jeu. Et c'est ce qui est arrivé au Sénégal avec le Conseil constitutionnel qui, malgré les critiques, on a cherché à les déstabiliser, hein. On les a attaqués, on les a traités de corrompus, etc., des pressions internes de la part de la majorité. Mais ils ont tenu, ils ont dit le droit. Et ils en tiennent au cadre institutionnel. Et aussi, il y a le rôle des citoyens, une maturité politique, une prise de conscience de la nécessité de préserver cette démocratie et l'état de droit par des actions, par un engagement patriotique. Je pense que c'est cet ensemble-là qui a fonctionné. Maintenant, cette élite-là s'est effritée
et il faudrait un renouvellement. C'est ça justement le problème de ce qu'on appelle la sécularité des élites dans le pays là. Les jeunes ne s'intéressaient pas au début hein, à la politique. C'est par la suite qu'ils commencent à prendre conscience de la nécessité de participer comme acteurs au processus décisionnel, aux différentes activités, aux actions qui visent à renforcer le droit et la démocratie dans leur espace sociétal. Et c'est ce que les Sénégalais ont compris, cette maturité politique qui fait que la démocratie a une consistance, que l'état de droit signifie quelque chose parce qu'il y a des institutions et il y a des hommes capables de faire fonctionner ces institutions, que ce soit des hommes dans le domaine de droits de l'homme, de protection des individus, que ce soit des domaines institutionnels parce qu'il y a des juristes, il y a des au niveau de la justice, il y a des personnalités qui ont pris conscience de leur rôle et qui le remplissent au-delà des considérations politiciennes. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a dans ce vivier-là des acteurs qui jouent ce rôle-là et qui tiennent à la pérennité de l'état de droit et de la démocratie au Sénégal. Et je pense que c'est bien parti maintenant. La relève, elle est là parce que les milliers de jeunes qu'on a vus qui ont pris conscience de la nécessité de s'engager politiquement parce que le changement ne pourra venir que d'eux et ils ne peuvent plus admettre justement des dérives autoritaires dans ces pays. Parce que bien sûr, il faudra les renforcer, hein, il faut renforcer le dispositif institutionnel de telle manière à le rendre pérenne et de manière aussi à les faire fonctionner. Et je pense que c'est cela, cet espace-là, ce terreau dans lequel fonctionnent un certain nombre de leaders et des citoyens éclairés, je pense que c'est ça qui fait la consistance de la démocratie sénégalaise. Et en même temps, il faudra souligner aussi la participation de la diaspora, parce que les Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui sont dans les pays démocratiques, ont joué leur partition dans le changement institutionnel et politique intervenu au Sénégal, parce qu'ils sont dans des espaces de liberté et de droit, et qu'ils veulent aussi que leur pays évolue. Et ils ont beaucoup participé par des actions, par des sensibilisations à travers les médias, surtout les réseaux sociaux. Et je pense que ça a beaucoup contribué au changement intervenu au Sénégal au lendemain de 24 mars 2024. Pour répondre à la deuxième question, le rôle de PASTEF, PASTEF, vous savez, c'est un parti jeune, hein, il date de 2014, mais le discours a mobilisé les jeunes. Le projet qu'il a proposé, l'offre politique correspond aux aspirations des jeunes. Et je pense qu'en jouant sur le changement politique, sur le sens que l'on donne à la politique, sur le comportement de ces leaders-là en termes de probité, en termes de partage, de solidarité et surtout la défense de l'intérêt national en respectant bien sûr les compétences, etc. Je pense qu'ils peuvent beaucoup contribuer au renforcement de la démocratie, à l'enrichissement de la démocratie et surtout avec bien sûr les réformes qui vont être introduites pour consolider la démocratie parce qu'on a vu beaucoup d'insuffisances dans le fonctionnement des institutions. Et c'est le moment de les corriger et puis d'impulser une nouvelle manière de faire de la politique qui ne fait que conforter la démocratie dans le pays. Merci beaucoup, professeur. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas de main levée actuellement. Oui, Béranger, je pense que votre micro est... S'il n'y a pas d'autres questions. Samira, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais transmettre la parole à Colline. Oui, alors je crois que Béranger lève à nouveau la main, donc on peut lui laisser un peu une autre question. Merci. Ok, merci Colline. Vous me recevez? Oui, très bien. Ok, merci. Alors, je vais juste avoir l'avis du prof
sur le bicéphalisme actuellement que les gens, que des personnes voient du mauvais œil au Sénégal. Je veux parler du président et son premier ministre. Est-ce que cette complicité-là va perdurer dans le temps ou bien est-ce que cette alliance va s'effriter? Puisque dans la mesure où on sait tous que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes, hein, on le sent dans le discours de certains, qui se rappellent de l'épisode là, de Senghor et de Mamadou Dia. Mais on n'est pas dans le même contexte. On n'est pas sur le plan idéologique aussi, sur les personnalités des uns et des autres. Ici, il ne faut pas perdre de vue que le président Bassirou Diomaye Faye est proposé par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est lui qui l'a proposé. Tout cela, c'est dans une stratégie pour contourner les obstacles posés par la majorité. Ces deux personnalités qui ont la même conception de la politique, qui ont travaillé sur le même projet. C'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de dualité. Parce que au niveau des personnalités, c'est qu'ils arriveront certainement, bien sûr, à transcender leurs égos et surtout dépasser les susceptibilités. Mais vous savez, tout cela, ça relève de la nature humaine. Mais je pense qu'ils ont la capacité d'avoir d'abord travaillé ensemble, d'avoir conçu, d'avoir les mêmes idées, les mêmes interprétations, le même sens, et la même volonté de faire en sorte que la politique puisse changer la vie des gens, que la politique soit autre chose que la redistribution de ressources de façon d'ailleurs discriminatoire. On l'a vu avec le clientélisme qui a régné, mais là, c'est l'intérêt général. C'est d'être au service des citoyens. Je pense que par humilité, d'ailleurs, tous les deux, ils ont une autre conception. Si on prend l'exemple d'Ousmane Sonko, il a toujours travaillé pour les autres, Ousmane Sonko. Et même la campagne, quand l'élection législative, quand leur liste principale a été éliminée, il a fait campagne pour les autres, alors qu'il n'était pas concerné. Donc, il a une certaine, je veux dire, humilité et une perception du pouvoir différemment de celle qu'on a eue. Et donc, c'est une autre façon de voir la politique, une autre façon de pratiquer la politique. Et je pense que ça peut durer à partir du moment où tous les deux sont conscients de leur rôle et de leur complémentarité, parce qu'il y a une complémentarité, il y a une complicité tacite entre les deux personnes et une complémentarité et une action et la volonté de travailler ensemble. Et je pense que dans la complémentarité, cela peut durer longtemps. Mais on ne sait jamais en politique, hein, tout peut arriver. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y aura une dualité de rivalité entre les deux personnes, d'autant plus que au niveau de leur comportement, au niveau de leur éducation, de leurs valeurs, je pense que c'est plutôt cette volonté de travailler ensemble qui va fonctionner et qui pourrait justement rendre service au développement du Sénégal, contrairement à ce qui pourrait arriver. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait de la confrontation entre les deux hommes, parce qu'ils se complètent, parce que, et d'ailleurs, Landel l'a dit, il dit que le jour qu'il y aura une divergence de point de vue, il quittera la politique. D'ailleurs, c'est Diomaye Faye, je crois qu'il l'a dit. Et donc, ce qui veut le président Diomaye, je pense que cela peut durer et c'est en faveur justement de l'avenir du Sénégal et des actions qui vont mener ensemble pour changer la façon de faire la politique et surtout faire en sorte que la politique soit au service
de l'intérêt général et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je crois que c'est ça, changer la vie des populations des Sénégalais et construire un avenir meilleur pour ces jeunes qui attendent beaucoup justement des actions ou des décisions qui seront prises par ce gouvernement qui est attendu dans plusieurs secteurs. Bien sûr, il y aura des priorités et je pense qu'ils ont cette volonté de transcender tout cela et d'être au service de leurs concitoyens. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses édifiantes qui amènent un peu plus de précision quant à l'exposé. Je pense aussi que c'est beaucoup de questions que les gens se posent. Est-ce que Ousmane Sonko et Faye, est-ce que ça va tenir pour longtemps? Je pense que nous venons d'avoir quelques éléments de réponse. Et je vais céder la parole à qui veut la prendre. Pour le moment, il n'y a pas de main levée. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le plan Sénégal émergent. Sur le plan de Sénégal émergent. C'est le plan c'est un plan qui a été développé par Macky Sall jusqu'en 2035. D'ailleurs, ce n'est même pas logique de penser un plan au-delà de la durée du mandat. Mais il n'y a pas de priorité, parce que c'est les infrastructures qu'on a privilégiées, alors que les Sénégalais, ils ont d'autres priorités. C'est d'abord de vivre, de manger, de se nourrir. C'est cela, de vivre de façon décente. C'est vrai que c'est utile, les infrastructures, mais faudrait-il avoir les moyens de survie? C'est cela. Il y a un décalage entre les projets qui sont proposés, et d'ailleurs, des fois, ce sont des projets vraiment de prestige, par exemple comme le TER, ce n'est pas tellement indispensable de dépenser énormément d'argent, plus de 1000 milliards pour construire un train entre Dakar et Diamniadio, même pas 50 km, qui a coûté 1000 milliards, alors qu'on aurait pu construire un réseau ferroviaire avec cet argent-là. Donc, il y a d'autres priorités, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout la cherté de la vie. Il faut faire baisser les produits de première nécessité. Et je pense que le gouvernement s'attellera à régler toutes ces questions-là. Merci beaucoup, professeur. D'autres questions, s'il vous plaît? Sinon, je transmets la parole à Colline, pour le mot de la fin. Oui, j'ai juste vu que Marie-Bernadette vient de lever la main, donc je lui laisse la parole et ce sera la dernière question de la conférence. Allez-y, Marie-Bernadette, vous pouvez allumer votre microphone et prendre la parole. Normalement, votre icône microphone doit être en haut de votre écran, à côté de caméra. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous exprimer. Ah, navré bloqué. Est-ce que vous voulez essayer d'écrire votre question voilà, dans la barre de conversation, si vous voulez? Je pourrais la lire pour vous. Oui, je pense que la question de Marie-Bernadette, elle a été écrite. Elle demande sa question. Pensez-vous que le plan Sénégal émergent pour le programme PSE, priorité jeunesse et son lab, va être poursuivi avec le boss? Donc, voici la question de Marie-Bernadette. Je ne sais pas si j'ai été entendue. Oui, on a entendu, mais elle a déjà été un peu répondue, cette question. C'est vrai qu'on ne l'avait pas lue à haute voix. Je vois que dans la barre de chat que Marie-Bernadette est en train de l'écrire, donc suspense pour la dernière question.
Oui, Marie-Bernadette dit évidemment qu'elle est bloquée, je ne sais pourquoi. Alors, je voulais poser la question des contrats de travail des jeunes, car souvent, il leur est refait des contrats de stage et non des contrats CDI et donc faible salaire. Quelle évolution du droit du travail? Ah oui, c'est au Sénégal de façon générale, là, ça. C'est question de contrat de travail au Sénégal des jeunes. Je pense que oui. Oui, mais vous connaissez l'environnement, le travail dans ce pays-là. Il n'y a pas une certaine rigueur dans le respect des contrats. Souvent, les gens font des stages, jamais ils ne sont embauchés. Et donc, elle parlait du Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, ça a été un projet de Macky Sall et qui a été pensé ailleurs et introduit en fonction de certains intérêts où les Sénégalais ne s'identifient pas. Et donc, je pense que pour que les jeunes puissent trouver de vrais emplois, ça ne pourrait se faire que dans le cadre vraiment de projets bien pensés, comme ce qu'on est en train de voir. Moi, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture qui est sur le terrain, qui a développé des projets où il a embauché des jeunes en respectant, bien sûr, le niveau de vie avec des salaires décents. C'est ça qu'il faut justement. C'est que quand les jeunes trouvent un emploi, il faudrait que ces emplois-là soient rémunérés de manière à permettre à des jeunes d'avoir des projets pour le projet personnel, pour leur avenir. Mais ce n'est pas avec des sommes dérisoires comme ce qu'on paye aux ASP, 50 000 francs. Je ne sais pas, c'est l'équivalent de 50 000 francs, même pas, même, je crois que c'est l'équivalent de 80 euros, qu'on peut vivre et qu'on peut faire les projets. On ne peut même pas, je veux dire, ce n'est même pas suffisant pour manger. Et donc, je pense qu'on doit revaloriser les salaires et faire en sorte qu'il y ait une certaine garantie pour l'emploi et une certaine sécurité de l'emploi au Sénégal. Je pense que ça demande une réflexion approfondie et l'orienter vers une modernisation de la vie politique et sociale, parce que la création d'emplois pour les jeunes est un projet important et je crois que les autorités actuelles sont en train de travailler là-dessus, de débusquer des niches d'emploi, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais il faudrait des projets visant à l'industrialisation de l'agriculture de manière à créer des emplois pour permettre à ces jeunes-là de s'insérer dans la vie avec des salaires décents, avec des possibilités d'avoir des projets personnels. Et je pense que ça, c'est important. Avant, on n'avait pas ces réflexions-là. On n'avait pas établi une politique d'employabilité des jeunes de manière à leur permettre socialement de s'insérer et de vivre de façon décente. Parce que ce qu'on propose avant, c'était des salaires dérisoires, et les stages, c'était pratiquement toute la vie. Il y a des jeunes qui font des stages toute la vie, qui ne sont jamais embauchés. Et je pense qu'il faut rompre avec ces pratiques-là et je pense qu'avec les nouvelles autorités, il y aura des réflexions qui seront faites et puis il y aura un projet qui va dans le sens vraiment d'épanouissement des jeunes et de façon à les retenir. Parce qu'avec des salaires
de cette nature de façon précaire, eh ben, ils seront toujours tentés de faire l'immigration clandestine. Et je pense que l'objectif, c'est de fixer des jeunes, c'est de leur créer des emplois dès sont chez eux, de manière à les retenir, de manière à travailler pour leur pays et aussi de s'épanouir pour leur avenir. Et je pense que c'est ça qui est important. Merci pour votre réponse, professeur. On arrive à la fin de la conférence, ce qui est dommage parce qu'il y a de nouveaux échanges qui se font. Je vais juste lire ce que disait Marie-Bernadette, qui vous remercie aussi pour vos réponses. Elle nous dit qu'elle fait partie d'un programme d'échange pédagogique et suis venue au Sénégal et accueilli des jeunes en France. Pour le plan, elle aurait aidé des personnes qui travaillent en association à Dakar et qui ont répondu à l'appel à projet du plan et fait partie du Lab pour leur développement. Elle a trouvé ce projet très cohérent. On a aussi un commentaire de Aziz. Bonsoir professeur, j'ai vu au Danemark des projets sur 15 à 20 ans, voire plus, sur l'énergie, la santé, l'éducation. Nos pays africains ne souffrent-ils pas de ces projets qui sont juste pour des mandats? Si on veut avoir une bonne démarche prospective, 5 ans, 10 ans, n'est-ce pas peu? Peut-être que pour le mot de fin, on peut avoir une remarque sur ce point de vue prospectiviste, on va dire, avant de se dire au revoir, professeur. Oui, c'est vrai, il a raison. Ce qu'on pense, c'est quand on fait des projets, ce n'est pas seulement pour un mandat, c'est pour la postérité. Je pense que c'est pour des générations. Et avoir ce sens-là d'une vision, il faut avoir une vision de l'avenir, une vision qui s'inscrit dans le cadre de développement économique et social. Au-delà, bien sûr, les personnes qui ont des responsabilités, il ne faut pas, d'ailleurs, ce sont ces pratiques-là, c'est-à-dire cette vision du pouvoir, c'est les relations qu'ils ont avec le pouvoir. Que le pouvoir, c'est l'accomplissement de soi. Avant, c'était ça la conception, et que ce n'étaient pas des vrais hommes d'État, parce qu'ils pensent aux élections chaque fois quand ils arrivent au pouvoir. Mais il faudra penser à l'avenir, il faut penser à des générations. Et cette prospective-là me semble être indispensable pour le développement économique et social de pays comme le Sénégal et d'autres pays africains. Et il faudrait des hommes qui aient une certaine vision de l'avenir et qui travaillent pour améliorer les conditions de vie, au-delà, bien sûr, des mandats qui n'est que précaire. Hein. Le mandat, ça dure, alors que l'avenir du pays doit avoir une vision prospective et qui permettrait justement au développement économique et social. Sans cela, on va tourner en rond, hein, et on va reproduire les erreurs des autres. Et je pense qu'il faudra nécessairement avancer dans cette réflexion pour l'avenir. Et penser l'avenir, c'est d'abord concevoir des projets à long terme pour un développement durable. C'est ça qui est important pour ces pays-là. Eh bien, je vous remercie énormément, professeur Moussa Diop, pour ces derniers mots. En effet, ça nous donne envie peut-être de prolonger avec d'autres conférences qui parleraient plus de la prospective, se projeter sur plusieurs générations, le lien au vivant, qui sont aussi des partis pris que nous avons à l'esprit au sein de la Fondation et qui font partie de ce travail de recherche pour voir quelle démocratie est souhaitable dans sa réinvention. Je voudrais remercier beaucoup les participants. Je vois que dans le chat, il y a encore des remerciements pour cette intervention. Merci énormément aussi à notre modératrice Samira Sabou qui était avec nous depuis le Niger et à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Sachez que tout est enregistré et sera publié dans les prochains jours sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas à peut-être poser vos questions qu'on n'a pas traitées en commentaire pour voir si on peut prolonger le débat sur cette plateforme et aussi de partager la conférence auprès de votre entourage qui pourrait être fortement intéressé. Voilà mes mots de la fin. Je laisse peut-être Samira et le professeur dire un dernier mot à notre audience. Merci beaucoup, Colline. Je vais permettre au professeur de clôturer et je prendrai peut-être la parole en dernier. Merci beaucoup. Non, mais je tiens à remercier la Fondation, hein,
et aussi des participants pour ces échanges-là. Ça permet de confronter les idées les uns aux autres afin de l'enrichir, de l'améliorer pour un avenir meilleur pour ces pays-là et que les espaces d'organisation, les structures institutionnelles et politiques constituent des cadres, mais il faudrait justement des compétences. Il faudrait aussi des gens qui ont une autre vision de la politique, de l'action sociale et aussi du développement. Je pense surtout au projet des monnaies nationales. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut faire en sorte que l'on puisse penser le développement au-delà des considérations étroites de monnaie, mais plutôt avoir une vision large de manière aussi à insérer d'autres espaces, d'autres formations politiques ou d'autres États. Cela constitue un espace intégré parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas des démarches individualistes, c'est plutôt des démarches communautaires et une complémentarité entre les États permettait de renforcer des espaces et des échanges pour un meilleur développement et un meilleur devenir pour les populations. Je pense que c'est cela aussi l'avenir dans la réflexion, c'est l'intégration africaine, c'est l'ouverture d'esprit, c'est aussi penser l'avenir en associant l'ensemble des acteurs au processus décisionnel. Et puis être à l'écoute aussi des populations. Je pense que c'est la meilleure façon d'élaborer des politiques publiques fonctionnelles permettant à l'ensemble des acteurs d'y participer. Merci beaucoup, professeur Dia. Pendant toutes ces minutes où on vous a écouté, en tout cas, je vais parler à mon nom, c'est que je me dis que vous donnez l'espoir que la démocratie est une formule qui peut fonctionner dans un contexte où, en tout cas, beaucoup de jeunes, ou un contexte aussi comme le cas du Niger, ou aussi au Mali et au Burkina, où on voit des jeunes se demander est-ce que la démocratie n'a pas fait plus de tort à certains pays que de favoriser l'égalité des chances. Mais aujourd'hui, avec la conférence qu'on a suivie, avec les éléments que vous avez relevés, notamment des institutions qui fonctionnent, et je vais ici dire que quand les institutions fonctionnent, c'est parce que nous avons aussi des hommes épris de droit. Je pense que des hommes ont bien fait fonctionner les institutions sénégalaises, autant par amour pour la patrie, et je pense que quand on aime un pays, c'est aussi ça, lire le droit, accepter que la démocratie aujourd'hui n'est pas tout à fait parfaite, mais que les hommes peuvent la rendre perfectible et qu'on peut l'améliorer. Et je pense qu'elle a fonctionné dans nos États aussi, où elle a été remise en cause et beaucoup la réclament actuellement. Je pense que même ceux qui ont pris le pouvoir de force l'ont aussi dit qu'ils ne sont pas arrivés par des urnes et qu'ils ne sont là que pour un instant, parce qu'effectivement, je pense qu'ils le reconnaissent aussi du fond de leur conscience que la démocratie aussi est une pratique qui peut fonctionner. Donc, dès lors, j'espère que nous allons prendre le Sénégal en exemple et que vos propos feront écho pour que beaucoup s'en saisissent et qu'on puisse relever nos pays de la meilleure manière. Et cette meilleure manière, c'est de reconnaître que le droit est la meilleure façon de faire fonctionner des institutions et un pays, le droit et la démocratie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion. Merci à Colline aussi de nous avoir permis ce cadre d'échange et bon vent à la Fondation et à la prochaine conférence. Merci, professeur Diao. Merci pour ces excellentes pistes de possibilités qui existent pour nos pays. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous.